Donc c'est ici la première vidéo sur l'environnement. Je vais vous présenter, les divers éléments en fait, qu'on va étudier. Ici la révolution néolithique et ce qui s'est produit avant en fait. Donc ce qui s'est produit avant la révolution néolithique et la domestication progressive des plantes et des animaux, c'est 200 000 ans durant lesquels nos ancêtres ont, chassé, cueilli, parfois un petit peu jardiné à la fin de cette période, mais ils ont eu un rapport très, particulier. Donc, pendant 200 000 ans, nos ancêtres ont eu un rapport à la nature très, on va dire, fantasmé, magique. Les animaux, leur puissance était quelque chose de totalement, impressionnant pour nos ancêtres. Puis, petit à petit, avec l'agriculture et la domestication des animaux, bah, ce rapport à la nature, il change. On n'a plus du tout la même manière de concevoir la nature. Alors, l'agriculture et l'élevage sont des changements radicaux parce que par rapport à la chasse, on se retrouve face à des humains qui ont globalement la main mise sur leur production de nourriture, hormis justement soleil, vent, pluie, les éléments qui vont être eux de plus en plus divinisés, alors que les animaux vont être considérés de plus en plus comme rendant service aux hommes et étant leurs compagnons. Et petit à petit, on a des hommes qui deviennent maîtres de leur environnement. Alors avec l'agriculture viennent les premières civilisations, parce qu'on peut stocker des céréales et donc avoir du pouvoir autour de ces stocks de céréales. Ça a permis indirectement le développement des villes et le développement justement d'une société très hiérarchisée avec des règles entre guillemets de vie et des strates sociales très séparées. Et ça a créé un monde totalement anthropisé et éloigné de la nature. Alors c'est ainsi que l'agriculture est indirectement responsable de l'invention de l'écriture, parce qu'il a fallu, dans des sociétés plus complexes, gérer les stocks de grains, les impôts que payaient les paysans au roi, aux différents pouvoirs. Et donc petit à petit, ce qu'on appelle nous civilisation s'est mis en place, mais en lien avec cette agriculture. Alors on peut tout lier dans la distanciation des hommes avec la nature à cette civilisation. La grande rupture étant ensuite la révolution industrielle qui là va totalement transformer les capacités des humains à modifier, l'environnement. Alors, non seulement modifier comme avant les forêts, le couvert forestier, les sols, mais aussi l'atmosphère, la pollution des eaux et comme vous le savez maintenant, le réchauffement, climatique qui est, la cause directe de cette révolution industrielle. Alors c'est là qu'on peut parler de rapport de plus en plus instrumental à la nature, dans la mesure où les sociétés humaines se servent de la nature pour produire des choses. Ici, donc, je vous mets le fer pour le chemin de fer, pour créer les alliages d'acier. Les forêts sont abattues pour les mines et notamment aussi pour le chemin de fer. Et un peu partout en Europe, en Amérique, la nature régresse et l'exploitation du charbon et de ses denrées, ou même du pétrole après, pollue et transforme l'environnement. Donc on peut comprendre réellement ce que ça implique, cette révolution industrielle par rapport à l'environnement, à son rapport, quand on pense à la destruction d'une bonne partie des forêts, là, au nord de Paris, pour l'industrie du charbon, dans les mines du Pas-de-Calais ou de Belgique. Il reste très, très peu de forêts qui n'ont pas été, atteintes à ce moment-là et les forêts qu'on connaît aujourd'hui sont des forêts qu'on entretient à partir de ce qui restait des petits domaines de chasse. Alors la révolution industrielle, elle a suscité des réactions assez vives, hein, comme celle des romantiques comme Victor Hugo. Alors on peut remonter jusqu'à Rousseau pour les premières idéalisations de la nature, du bon sauvage. Le poète Lamartine qui s'était présenté aux élections présidentielles, mais surtout aux États-Unis, un mouvement plus général d'idéalisation de la nature qu'en philosophie on appelle transcendantalisme. Alors c'est Thoreau et Emerson qui en sont les principaux tenants. Alors en plus de Thoreau, pardon, et Emerson, on a aux États-Unis tout un mouvement qui se crée autour de John Mayer pour la conservation des forêts notamment, et ce qu'on appelle le mouvement conservationniste qui est encore très puissant aujourd'hui. Puis on a aussi Pinchot, à l'époque de Theodore Roosevelt, qui arrive à convaincre le président de développer énormément les parcs naturels nationaux et le service fédéral de protection de la nature. En dernier, on parlera de prise de conscience lente, dans la mesure où les sociétés occidentales notamment ont mis
plus d'un siècle tout de même à construire une pensée de protection, préservation de l'environnement, qu'on pourrait appeler aujourd'hui écologie ou écologie politique, alors que, comme vous l'avez vu aux États-Unis, les mouvements étaient surtout centrés sur une forme de philosophie et puis d'idéalisme, et après ça évolue, quoi. Alors ici, j'ai voulu travailler plus sur la notion de pollution et destruction. Tout au long du XXe siècle, il y a quand même des dégradations et des pollutions qui font que les sociétés américaines et européennes commencent à prendre conscience de ces destructions. Et à partir des années 50-60, il y a des défenseurs de la nature un peu plus politisés qui font leur apparence autour des mouvements beatniks et hippies. Mais ça va amener à certains livres et puis à des rapports dans les années 70 qu'on va détailler après. Alors l'industrie et la croissance économique, elles ont causé une exploitation jamais vue auparavant des ressources naturelles, du bois, du charbon, du pétrole, des eaux des terres, mais ça, on peut le comprendre à travers les changements de mode de vie, mais aussi là de la population européenne qui passe de 120 millions à 425 millions, ou de l'Amérique du Nord, où c'est encore plus criant, où en 110 ans, la population est multipliée par 20, donc l'environnement radicalement transformé. Alors il y a eu tout au long du 19e ou du 20e siècle des défenseurs de la nature, mais la notion d'environnement, de risque pour la santé, de pollution ou autre, ça fait son chemin surtout après la Seconde Guerre mondiale et les destructions. Et donc en 1962, Rachel Carson publie son livre qui dénonce justement la mort des insectes liée à l'utilisation des pesticides. Ça va aboutir petit à petit à l'interdiction du DDT, le pesticide le plus puissant. Bon, je disais que le rapport Meadows c'était 69, mais c'est bien 72. Là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les grands moments, les grandes dates de la protection de l'environnement, mais surtout de la prise de conscience et des tentatives de gestion politique de ces problèmes hein, qui sont aujourd'hui importants pour nous, les problèmes climatiques. Et ça clora globalement cette première partie du cours sur l'environnement. Bon, ici, pour aller vite, on peut rappeler la création du parc de Yellowstone, le rapport Meadows dont je vous ai parlé, qui alerte sur les destructions de la nature et les limites de la croissance économique telle qu'on connaît, le rapport Brundtland d'une ancienne Premier ministre norvégienne qui crée la notion de développement durable, puis ensuite les conférences de l'ONU, premier sommet de la Terre à Rio, qui permet une première prise de conscience, et la conférence de Kyoto qui développe le premier protocole de son nom en 90. Alors avec la conférence de Kyoto et le protocole de réduction des gaz à effet de serre, commence tout un cycle qui a 25 ans maintenant, de négociations entre les grands États, de droits à polluer, mais aussi de compensation pour les États les plus pauvres, qui nous amène au sommet de Paris en 2015, où Américains et même Chinois avaient consenti des réductions de gaz à effet de serre, qui ont été remises en cause par Trump, mais qui sont en train de revenir petit à petit, et la plupart des États font